Je me sens... j'aime bien le film de Matrix parce que j'ai l'impression d'avoir pris la pilule rouge. Oui, tout à fait. Absolument. Avec aussi ça demande, pour garder ces architectures en soi, je veux dire, de tenir l'économie du don et d'autres choses dont je peux vous parler, ça fait comme porter ce que j'appelle le nous dans le jeu, un projet de société, mais de l'avoir en soi. Et pas d'en faire de l'évangélisation, mais juste de l'avoir en soi. Et de vivre sans se laisser imbiber par toutes ces forces culturelles inconscientes, ces injonctions inconscientes qui existent du matin au soir, du soir au matin, tout le temps. Voilà, donc ça demande effectivement une certaine pratique. Vous avez parlé de spiritualité. Une spiritualité non religieuse, qui n'a pas du tout besoin de se revendiquer de... Voilà, donc je médite, je pratique depuis 37 ans les arts martiaux, une philosophie du bonheur, et tout ça qui passe par ce que j'appelle justement aussi le nous dans le jeu, ou des pratiques, une discipline particulière. Par exemple, allez, je vais vous donner deux autres éléments que j'ai mis en place depuis quelques années. J'ai par exemple, ça doit faire 3 ans, ouais, j'ai fait ce choix de devenir inutile. De devenir inutile, littéralement. Alors, ça peut faire une sorte de grand effet un peu provocateur, mais ça relève d'une vraie pratique. Parce que dans inutile, il y a utile. Ça veut dire inutilisable. Dans utile, il y a outil. Donc, de ne pas m'instrumentaliser. Et ça va loin, ça, parce que ça veut dire que je désactive au fond de moi toute théorie inconsciente qu'on a en général de l'utilitarisme. Autrement dit, de justifier mon existence à mes propres yeux et aux yeux des autres. Je n'ai pas à justifier mon existence, ni à moi-même, ni à quiconque. Mais on a des expressions sociales très violentes, dont on ne se rend même pas compte, tellement on les utilise, à commencer par gagner sa vie. Gagner sa vie. Imaginez la violence de ce terme. Gagner sa vie. Moi, je crois que la vie, on la gagne à la naissance, après elle s'en va à la mort, mais entre-temps, on n'a plus à la gagner, on l'a déjà gagnée. Donc ça veut dire, voilà, désactiver tous ces mécanismes où on doit se justifier dans nos actes et dans notre utilité, et de voir aussi le degré d'utilité des autres, de désactiver complètement ça. Il fallait que je devienne inutile pour me libérer de tout ça et pouvoir trouver un spectre d'action beaucoup plus vaste que l'utilitarisme. Ça m'a amené jusque-là et à retirer toute notion de devoir vis-à-vis de mon fils. Et ça a demandé quelque chose, mais pour avoir la liberté de construire vraiment les relations que nous avions envie d'avoir, qui contient des éléments paternel que j'ai plaisir à lui offrir, qu'il a plaisir à recevoir, ça fait partie du chemin, mais pas dans une notion de devoir ou d'utilité. Ça nous a donné une immense liberté. Voilà. Le constat que j'ai fait pour moi et pour tant d'autres, à partir du moment où on va vers son être, pleinement, dans l'exubérance même que ça peut avoir, eh bien, on entre dans la meilleure symbiose possible, parce qu'on a sa joie, on a une joie créative, et donc ça percole. Je veux dire, on se sent bien avec des gens qui vivent leur liberté, qui vivent leur art, qui manifestent par leur être, leur faire par leur être. Donc cette opposition intellectuelle ou mentale entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif s'estompe complètement. Je veux dire, quand j'ai fait tous ces choix, il y en a d'autres, mais ces choix combinés fait que je me trouve à voyager dans le monde entier, à avoir un plaisir fou comme ce soir, à partager. Je me trouve à la fois dans mon être à faire ce que j'adore, et j'espère que je ne vous fais pas trop souffrir non plus. Je veux dire, donc ça se passe comme ça. Pourquoi on va voir aussi des artistes sur scène qui s'éclatent? Parce qu'il y a des gens qui osent aller dans l'exubérance créatrice de leur être, alors à travers la musique ou à travers le football, ou peu importe. Ils ont ces moments de grâce, de suspension, où ils vont tellement pleinement dans leur être qu'on veut une petite part de ça. On va participer par symbiose à ce genre de choses. Et donc, ça nous amène, vraiment, le courant, comme ça, nous amène à donner le meilleur de soi et donc à recevoir le meilleur des autres. Voilà ce que l'expérience m'a montré pour ça, et de voir que cette opposition individu et collectif me semble valable tant qu'on n'a pas fait ça. Mais une fois qu'on a fait ça, ça n'a plus d'importance. C'est ce que je peux dire. Alors déjà, le mot travail vient du latin trepalium, instrument de torture, à trois axes. Personnellement, j'ai choisi de ne plus travailler. Je ne travaille plus. J'aime bien le mot œuvrer. Ça veut dire donc faire quelque chose qui plaît et qui capitalise la notion d'œuvre, dans lequel il peut y avoir des efforts considérables, mais ces efforts joyeux. Vous savez, j'aime bien cette image de Saint-Exupéry qui va voir le casseur de pierres, un premier qui casse des pierres, et il le fait parce qu'il a des travaux forcés.
Donc il travaille de manière forcée. Puis il envoie un autre plus loin sur la route. Pourquoi vous cassez des pierres? Parce que je construis cette cathédrale là-bas, ou cette mosquée, je veux dire, peu importe. Et donc il y a du sens dans le deuxième cas. Donc dans le premier, il y en a un qui travaille, dans le second, il y en a un qui œuvre. Ça n'enlève pas du tout la notion d'effort, mais il y a l'effort à contre-courant, contraint, et il y a l'effort joyeux. Et quelque part, dans cet effort joyeux, on a l'impression justement de ne plus travailler. Moi, j'ai cultivé aussi cet art de la paresse. Ça veut dire de faire les choses uniquement si elles me semblent liées à du sens. Et ça ne veut pas dire que je ne fous rien, bien au contraire. Je pense que si je devais compter le nombre d'heures que je passe dans la semaine à faire des choses qui me passionnent, je ne me trouve pas aux 35 heures ni aux 40 heures. Et voilà, donc j'observe ces choses-là. Alors maintenant, avons-nous eu besoin du travail? Certainement, si ça existait en tant que tel. Je veux dire, toute cette vision, l'intelligence collective pyramidale notamment, a fabriqué des gens et fabrique encore des gens très doués dans le faire et peu doués, peu connaissants dans l'être. Ça s'explique très bien. Pourquoi? Parce que si on a des chaînes de commandement, une chaîne de commandement, elle ne peut marcher qu'avec des humains prévisibles. Ça veut dire qu'ils vont faire à un moment donné ce qu'on leur a dit de faire. Hein? Oui. Un enfant de 5 ans, il veut jouer, il joue, il veut dormir, il dort, il veut manger, il mange, il veut rire, il rit, il veut pleurer, il pleure. Enfin, il suit son flux intérieur. Il est tout à fait imprévisible. On le met 10 ans, 15 ans, 20 ans sur un banc d'école, on va lui dire déjà tu bouges pas, tu te tais s'il te plaît, tu écoutes, tu regardes le professeur, tu parles pas avec ton voisin. Et finalement, il va apprendre pendant des années, peut-être l'apprentissage essentiel, à séparer son être et son faire. Ça veut dire à ne plus écouter son être. Il a des émotions, il a des flux créatifs, il a des envies, etc. Il apprend à se dissocier de ça pour focaliser sur un tunnel, ça veut dire le référent extérieur qui va lui dire « travaille » et fais tes devoirs aussi. Et ça, on le voit depuis la nuit des temps que l'école existe. Elles ont toutes, dans leur diversité, elles ont toutes cette constante-là, la séparation de l'être et du faire. Ce qui s'avère, on le comprend très bien dans une société pyramidale qui a besoin de chaînes de commandement. Il faut ce type d'éducation long et pas facile, de faire des gens prévisibles, très doués dans le faire et très atrophiés dans la connaissance d'eux-mêmes. Or, les études sociologiques nous montrent aujourd'hui que de plus en plus de gens veulent reconquérir leur être, ils font du développement personnel, ils méditent, ils se cultivent, etc. Retrouver une vie équilibrée entre l'être et le faire des jobs qui aient du sens pour eux. Je dis très bien tout ça, mais ça crée une immense complexité sociale. Et là, l'intelligence collective pyramidale ne se trouve plus à même de faire face à ça. Il y a cette nouvelle forme d'intelligence collective qui arrive, avec des très grandes individuations, et très probablement, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit, la fin du travail, au sens où on l'a connu. Notamment, les machines vont faire tellement de choses dans les années qui viennent, on ne parle pas de décennies, on parle des années qui viennent, qu'on ne va plus pouvoir coupler le salaire avec la productivité de quelqu'un, ou son utilitarisme. Tout ce qui va vouloir corréler un revenu avec la productivité ou l'utilitarisme de quelqu'un ne va plus marcher. Ça marche déjà de moins en moins, il y a de plus en plus de chômage, les machines prennent de plus en plus de jobs. Si on regarde par exemple les machines qui vont arriver, le premier secteur qui va se trouver touché se trouve dans la logistique. Ça veut dire les transports de marchandises sur les routes, mais aussi la logistique, ça veut dire au sein d'un parc industriel, par exemple le déplacement de matières, d'items, etc. Toutes ces choses-là, dans moins de 10 ans, on va les voir quasiment complètement automatisées. On va dire que les seuls freins vont s'avérer plutôt des freins sociaux ou politiques. Ça, on ne peut pas prévoir combien de temps ça va freiner, mais techniquement, on sait déjà le faire. Techniquement, on sait déjà le faire. Donc voilà, je ne peux pas prédire 5 ans, 10 ans, peut-être 15, j'en sais rien, mais ça veut dire que si on ne pense qu'à la logistique, ça touche déjà entre 20 et 25% des emplois de chaque pays dans le monde. Rien que celui-là, pour ne pas parler des autres. Le droit, l'administration, enfin toutes ces choses-là qui aujourd'hui peuvent déjà se faire par des machines. Donc avec tout ça, on ne peut plus coupler le revenu avec l'utilitarisme ou la productivité. Il va bien falloir trouver autre chose. Et ça, moi je le vois dans un type d'économie différent, notamment celui de l'intelligence collective holomidale. Est-ce que ça ne remet pas aussi en question la famille? Vivre en communauté de façon finalement libre, sans lien de parenté. Je crois que ça remet tout en question. Tout. On n'imagine pas la magnitude du changement qui arrive. La famille, l'alimentation, le sexe, l'amour, la relation au temps, etc. Les codes sociaux. Je vais vous donner un autre exemple.
de choses que j'ai hackées. Je parle de me hacker en fait, ou de go hack yourself. Ça veut dire, on peut aller changer, hacker, comme on hack un operating system, pour faire qu'il évolue et qu'il aille dans un nouvel environnement. J'ai par exemple décidé, ça date d'il y a 7 ou 8 ans, de changer un code social en moi. Un. Celui de respirer avant de parler. Vous m'avez vu souvent, la plupart du temps, quand vous me posez une question, je respire. Dans la conversation usuelle, quand on se parle, on s'interrompt joyeusement déjà, et puis surtout, on n'a pas de place pour le silence. Donc on a un code social tout à fait inconscient, mais chaque code social a une raison d'exister, et qui fait qu'on engage, on a des modes de conversation qui nous mettent sur un mécanisme dit de pilote automatique. Si on nous scanne le cerveau, on a essentiellement la partie limbique de notre cerveau qui s'active. Le préfrontal, très peu. Si on se met en silence, notamment avec une respiration, on peut tout de suite passer en état de méditation avec un petit peu de pratique. On lâche prise sur les idées, on laisse venir plein d'autres solutions, même les idées les plus farfelues, on fait le vide mental, on entre en empathie avec les autres, avec soi-même, on se connecte à son être émotionnel, on laisse venir l'inspiration, le channeling, enfin on peut mettre tous les mots qu'on veut, il se passe plein de choses pendant cette longue respiration, on peut en faire d'autres, pas simplement une. Et là, si on met un scan sur le cerveau, déjà on voit que le préfrontal devient prépondérant. Il n'y a pas le langage dans le préfrontal, le langage se trouve dans la zone limbique du cerveau. Mais on active une partie du cerveau qui déploie un niveau d'intelligence nettement supérieur. Intéressant, je veux dire, quand j'aurais pu vous poser la question, je le fais souvent, désolé je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu vous demander, tiens, quel bénéfice on pourrait avoir à respirer avant de parler. Et je pense qu'on aurait tous dit des trucs genre, ça permet de prendre le temps, du recul, l'empathie, se connecter à soi-même, nos émotions, mieux écouter l'autre, tourner cette fois la langue dans sa bouche, enfin plein de choses. Désactiver le pilote automatique, et on ne le fait pas. Ça veut dire que notre espèce se maintient par ses codes sociaux dans un niveau d'intelligence encore très limité. Et ça a une fonction de séparation de l'être et du faire. Maintenant, si on veut évoluer, si on veut aller plus loin, on a un truc très simple à sa disposition. Il ne s'agit même pas d'aller faire 40 ans de yoga dans une grotte. Essayez, mettez-vous à respirer avant de parler, et vous verrez tout ce que ça va changer dans votre psychisme et dans vos relations. Dans les relations, ça a changé plein de choses. Notamment le fait de respirer avant de parler, ça m'a mis dans l'économie du don aussi. Parce que je ne prends plus la parole. Je ne peux plus la prendre. On ne peut que me l'offrir. Oui, mais ça vous appartient d'en décider. Je ne le fais pas, moi, pour devenir utile. Ça veut dire que je ne me trouve pas habité, moi, d'une approche utilitariste. Je me trouve animé d'une approche de plaisir, de joie créatrice. Et par conséquent, et je vois les gens qui le font, ils deviennent utiles, mais parce que les autres les trouvent utiles, mais pas parce qu'ils veulent devenir utiles. Ça constitue une conséquence. Oui, et ça devient effectivement une pratique de vie. Et pour en revenir donc à la respiration, eh bien ça fait que je ne parle plus qu'avec la permission des autres. Là, vous me donnez la permission de parler. Je parle beaucoup, mais vous me l'avez donné la permission. Maintenant, si quelqu'un m'interrompt, je m'arrête immédiatement. Quand je me trouve dans les conversations standards, des meetings d'entreprise ou au restaurant, souvent je parle très très peu. Souvent, on me pose une question, je commence ma respiration. J'ai à peine commencé que quelqu'un a déjà répondu, ou la personne qui a posé la question a déjà répondu. Donc, mais ça donne des choses très intéressantes. Y avait-il une vraie question ? Pas vraiment, finalement. La question, elle a pu aider un processus de pensée à voix haute, par exemple. A-t-on besoin de moi ? Si on ne me laisse pas parler, on n'a pas nécessairement besoin de moi. Donc, très bien, je fais confiance à l'intelligence collective du groupe. Et je peux penser soit à autre chose, soit méditer, soit parfois partir. Il m'arrive de partir, pas en claquant la porte, mais simplement de réaliser que je n'ai pas une utilité extraordinaire. Donc justement, je peux faire des choses qui, moi, m'intéressent par rapport au groupe. Et donc ça a tout changé, ça m'a donné un extraordinaire leadership parce que justement, je ne me trouve plus investi ou engagé dans « je veux pousser » ou « je veux tirer ». Je veux que tu comprennes absolument ce que j'ai à te dire. Je veux qu'on prenne telle décision. Ça m'a complètement désengagé de toutes ces formes-là. Et ça mène dans l'économie du don parce que le moment où on m'interroge, on me dit « Toi, Jean-François, t'as rien dit, t'en penses quoi ?» Déjà, j'ai eu du temps. J'ai eu beaucoup de temps de respirer. J'ai eu le temps de m'oxygéner le cerveau. J'ai eu le temps de prendre de la distance. Et à ce moment-là, il y a des chances pour que je dise un truc peut-être un peu plus pertinent
que l'agitation générale. Pas parce que je me sens plus intelligent que les autres, mais simplement j'ai eu du temps. J'ai eu du temps de laisser venir, j'ai eu du temps pour observer. Et donc, et en plus les gens sentent que je l'offre, je ne le fais pas pour obtenir un résultat, il n'y a pas de manipulation possible. Et donc ça a un impact. Et depuis des années, j'anime des groupes, et il y a des groupes de pratique dans le monde qui se développent autour de ça. C'est-à-dire des gens qui se mettent à pratiquer ça ensemble, des comités de direction qui fonctionnent comme ça, autour d'un principe un peu plus élaboré qui les aide, qu'on appelle les 6 accords. Je pourrais vous en parler si vous voulez. Mais qui appliquent ces 6 accords comme une pratique personnelle. Certains le font dans des familles, et ils s'aperçoivent que la sagesse se met en place naturellement grâce à ce changement de codes sociaux. Donc vous voyez que je vous donne cet exemple-là, pas pour me l'illustrer moi-même, mais vous dire qu'on peut changer le nous dans le je. Ça veut dire que j'ai touché un objet collectif, les codes sociaux, comme on peut toucher la langue, etc. Et ça induit une transformation personnelle considérable, parce qu'évidemment, le fait de respirer, de méditer, je médite des heures par jour grâce à ça. Et en plus, ça a transformé un nombre de personnes et d'organisations considérables dans le monde. Il y a des grands groupes qui disent on ne prend plus les mêmes décisions depuis qu'on pratique ça. On ne voit plus la réalité de la même façon depuis qu'on pratique ça. Ça n'a rien à voir avec l'investissement de millions d'euros, de dollars dans de la R&D. Ça a à voir avec simplement des pratiques personnelles. Voilà un exemple pour moi de ces choses les plus, peut-être les plus complexes à comprendre, mais dans le travail d'intelligence collective. Il y a plein de gens qui pensent que oui, tiens, quel logiciel on va faire, quelles règles du jeu on va mettre, etc. Alors qu'il y a aussi tout ce collectif, comme un hologramme, qu'on peut aller travailler au fond de soi-même, en tant que porteur de l'ensemble, du tout. Et ça, on peut le faire maintenant. Ça a aussi transformé mes relations amoureuses, complètement. J'ai pas mal écrit dessus aussi. On me demande maintenant aussi de donner de plus en plus de conférences là-dessus. Notamment... de réaliser, par exemple, que dans la structure ontologique de l'amour, c'est-à-dire la façon dont on décrit l'amour, on dit, par exemple, aimer quelqu'un. Je t'aime, tu m'aimes, etc. Donc déjà, on a un verbe qu'on utilise comme un vecteur. Si je t'aime, je ne t'aime pas toi ou j'aime pas là. Ça dirige, déjà. Donc ça induit déjà, dans la structure sémantique, un rapport de rareté. Si on change ce rapport aux mots, et qu'on se dit, on entre en état d'amour. Là, on rentre comme la notion de lumière. Je veux dire, le soleil, il ne dit pas, tiens, j'éclaire là et pas là. Il éclaire, il ne vise pas. Ça diffuse, ça arrive, ça émerge. Bon. Donc, je préfère dire à quelqu'un, avec toi, je me sens en état d'amour, ou ça cultive l'amour en moi. Alors, je peux dire, je t'aime dans le quotidien, pour rester à peu près normal, ou pas dire des trucs trop complexes. Mais dans ma réalité intérieure, et ce que je rappelle quand même de temps en temps, même souvent par les mots, de voir que l'amour relève d'un état de conscience, et pas d'un sentiment. Pas du tout d'un sentiment. Ça génère des sentiments, mais d'abord il s'agit d'un état de conscience. Si on va là, à ce moment-là, ça questionne tout l'amour romantique, tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, à savoir la possession mutuelle, la jalousie, toutes ces choses-là. Personnellement, je ne connais pas la possession ou la jalousie, et donc ça veut dire concrètement, dans ma vie, il y a plusieurs femmes que j'aime, qui se connaissent, enfin, il y a une transparence absolue, et ça m'a amené aussi à comprendre aussi comme pour le reste, il y a une ingénierie de l'intelligence collective, il y a une ingénierie de l'économie du don, il y a aussi une ingénierie, comme tout art, de l'amour. Et je m'aperçois que ce qui arrive, et ce que je vois évoluer, pas simplement chez moi, mais chez plein d'autres, eh bien, il y a toute une nouvelle sémantique de l'amour qui arrive, et qui se base sur des états de conscience très différents de ceux qu'on a connus, fondés sur des mécanismes inconscients de rareté et de peur aussi. Voilà ce que je peux en dire rapidement. Encore si on parle des objets collectifs, quoi de plus collectif que l'alimentation? Alors là, je veux dire, pareil, comme la langue ou tout ça, il s'agit de quelque chose d'extrêmement collectif. Et la façon dont nous mangeons, peu importe les pays ou les cultures, a une composante de matrice sociale, de nous maintenir dans une matrice sociale extrêmement forte. Et ça commence d'ailleurs très très tôt, puisque ce que j'ai vu en tout cas, l'alimentation pour moi représente l'addiction des addictions. Parce que finalement, très tôt,
tout petit, dès que le bébé a une peur ou une angoisse, on lui met quelque chose dans la bouche. Ça veut dire que on associe le sentiment de satiété à celui de sécurité. Tout de suite, il y a une association tellement forte que ça devient câblé. Je vais même dire, on a de la tringlerie dans le cerveau, pour dire tellement on a ce câblage. Alors, j'ai voulu explorer ça aussi en partant de deux questions, en fait. Il y a quoi qui me fait du bien à moi, en mangeant, qui va me rendre mieux, plus libre, plus agile, mieux dans mes pensées, dans mon être, dans mon bonheur. Et il y a quoi qui, en même temps, fait du bien aux autres. Quand je dis aux autres, aux gens, à la nature, etc. Et ça m'a amené à des niveaux, des étapes que je peux résumer. La première, elle date de la fin des années 90, le passage au végétarisme. Il y a un moment, je ne pouvais plus voir dans mon assiette la violence qu'on fait à d'autres êtres, aux animaux, qui ont des émotions, qui ont beaucoup de choses. Et j'ai vraiment pas un côté Blanche-Neige ou Walt Disney, le gentil petit lapin ou tout ça. Il n'empêche que j'ai une connexion avec les autres êtres, avec la nature, qui me montre l'extraordinaire conscience, présence de ces êtres qui ne pensent pas comme nous, qui ne font pas des maths ou des racines carrées, mais qui ont énormément de choses en elles, et qu'on peut aller contacter si on développe nos capacités empathiques. Donc déjà, première chose pour moi, consistait à ne plus avoir cette violence dans l'assiette. Et là, il y avait vraiment quelque chose de viscéral, de totalement viscéral. Je ne pouvais plus voir cette violence dans l'assiette infligée à d'autres êtres, à d'autres animaux. Alors ça venait aussi d'une histoire personnelle. J'ai connu beaucoup de violence dans ma vie, j'ai notamment fait de la prison. Donc j'ai connu la violence extrême dans mes aventures de vie. Et ça corroborait, je voyais dans l'assiette un peu tout ce monde inconscient, très, très violent. Et donc j'ai fait ce passage au végétarisme, d'abord vraiment dans quelque chose de pas très mental, ou pas fondé sur des notions morales ou éthiques, même si elles se trouvaient présentes, mais d'abord vraiment viscérales. J'ai commencé comme ça. Je faisais, à l'époque aussi, comme maintenant, beaucoup d'arts martiaux, et j'ai vu ma santé, mon potentiel. Je faisais beaucoup d'arts martiaux de manière très intensive, et pouf, ça a boosté. Déjà, donc j'ai vu un bénéfice aussi de santé considérable. Plus de digestion lourde, tout ce qui c'est ce côté énergie basse qui vient avec la viande, avec tout ce qu'on mange de lourd. Et puis j'ai continué cette progression pour passer vers le végétalisme. Donc on passe de végétarien à végétalien, ou vegan en anglais, où là j'ai complètement supprimé les produits animaux, parce qu'on peut continuer avec le lait, ou avec les œufs, et finalement continuer avec une forme de violence infligée aussi aux animaux. Il faut savoir que si on prend des œufs, eh bien à peu près 50% des poussins, on les passe à la broyeuse, hein, les poussins mâles. Tous les élevages en batterie, enfin tout ça. Donc la violence faite aussi aux vaches pour le lait. Tout ce qui touche en tout cas à l'élevage en batterie. Donc je n'ai pas voulu cautionner ça, et en plus, en devenant vegan, j'ai encore vu ma santé, mon potentiel aller encore mieux, me sentir sans lait, sans toutes ces choses lourdes en moi. Et j'ai aussi supprimé le gluten. Donc plus de pain, plus de pâtes, et donc ça m'a amené à manger essentiellement des fruits et des légumes. Et puis j'ai continué une étape encore plus forte il y a quelques années, il y a 4 ans, à peu près, à passer au cru, ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Alors, le cru, eh bien, donc, ça veut dire 80% de fruits, en gros, et puis 20% de légumes, qu'on peut manger crus, évidemment, pas des pommes de terre, ça ne marche pas, mais des tomates, des radis, des carottes, etc. Alors là, je dirais que si en passant au végétarisme, j'ai gagné 10, en passant au vegan, j'ai gagné 20, en passant au cru, j'ai gagné 100. Je devais donner des échelles. Ça veut dire un bien-être, une légèreté dans le sommeil, dans les activités physiques, sexuelles aussi, ça compte ces petites choses-là, intellectuelles, extraordinaires. Alors j'ai maigri, j'ai un corps maigre de toute façon de nature, et ça ne veut pas dire malade, ça veut dire très bien, je me sens extrêmement bien. Je peux courir des heures, je peux faire des heures d'entraînement intensif tous les jours, j'enseigne les arts martiaux. J'ai une forme, une santé époustouflante. Et je continue ce chemin pour m'apercevoir aussi que je peux manger de moins en moins. Alors je dis tout ça, ça peut sembler, quand on ne connaît pas, ça peut sembler privatif. Et je ne le fais pas du tout dans une démarche d'idéation, de sainteté, de machin, etc. Je le fais dans une démarche complètement épicurienne. Ça veut dire que je me sens tout simplement mieux. La vie s'avère beaucoup plus jouissive
comme ça qu'avant. Ça peut demander quelques efforts de transition, comme toute discipline, mais la discipline, au bout d'un moment, elle peut libérer. On va apprendre à Comment ? Un bon millefeuille de temps en temps. Alors, il y a des choses comme ça, on a des transitions où oui, tiens, un petit millefeuille et on se fait des plaisirs, il ne s'agit pas de se priver. Je ne fonctionne pas comme ça. Et puis il y a un moment où le millefeuille, mais j'en ai plus du tout envie. Tout simplement. Il y a trop de sucre, je ne me sens pas bien après, mon corps me dit non. Voilà, tout simplement. Donc il faut laisser se faire ces transitions. Il y a des moments où on se dit, tiens, j'ai envie. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai eu envie de me remettre à manger des croissants. Parce que j'adorais les croissants, j'avais la nostalgie des croissants. Et bien je l'ai fait, et finalement je n'ai pas trouvé ça si bon, et j'ai vraiment fini malade. Malade. J'en ai saigné même. Parce qu'il n'y avait plus le système bactérien, la flore bactérienne, le microbiote en fait, dans le corps pour digérer ce genre de choses. Et depuis, j'en ai plus du tout envie. Mais alors, plus du tout. Et j'en ai pas besoin. Voilà. Donc finalement, il y a des étapes, effectivement, qui se font comme ça. Alors pourquoi aller dans ce sens-là ? Déjà, parce que je vois une étape naturelle, je veux dire, je vois plus de liberté et de bien-être à chaque fois, primo. Et deuxièmement, je m'aperçois aussi que plus on va là-dedans, plus ça fait du bien aux autres aussi. À d'autres êtres qu'on arrête de massacrer, déjà, question de cohérence. On dit on veut un monde juste, machin, équitable pour nos enfants et tout ça, puis on fait des massacres innommables. Première chose, donc une question de cohérence pour soi. Ensuite, en mangeant des fruits, on plante des arbres. Les arbres, ils offrent en plus leurs fruits. Et quand on plante des arbres, on crée des écosystèmes. Donc, je veux dire, tout va bien en fonctionnant comme ça. Un gain, un bénéfice santé, un bénéfice sociétal, un bénéfice écologique, un bénéfice de conscience, fabuleux. Donc, j'ai pas de raison d'arrêter. Et pour finir là-dessus, eh bien, je m'aperçois aussi que je mange de moins en moins, naturellement, parce que j'ai vu aussi les différentes formes de faim qui existent. J'ai vu qu'il y a 3 types de faim, en fait, qui nous animent. Il y a la faim physiologique, le corps qui dit, voilà, je veux manger telle chose, je le sens, comme la femme enceinte, il y a des moments, elle a des envies, ou ce que font ce qu'on appelle les paléos aussi, qui apprennent à sentir ce dont ils ont besoin. Donc sentir la faim physiologique. Il y a la faim sociale. On mange 3 fois par jour, donc au petit déjeuner on a faim, à déjeuner on a faim, le soir on a faim, par habitude. Le corps réclame sa dose. Et puis il y a la faim émotionnelle, la plus importante. Celle justement à laquelle on nous a habitués, tout bébé, à savoir, il y a une angoisse, il y a une émotion, vite on a faim, ça va nous amener dans la zone de sécurité, parce qu'on a cette association câblée là-dedans. Donc j'ai appris déjà à voir dans mes processus les différents types de faim qui existent et de désactiver très facilement la faim sociale. Celle-là, je ne l'ai plus, même quand je voyage, je peux manger avec les gens qui m'invitent, etc. Mais dès que je rentre, je mange quand j'ai envie. Il y a des jours, je ne mange pas. Il y a des jours, je mange une fois. Jamais plus de 2 fois. De toute façon, naturellement, je mange 2 fois par jour. Quelques fruits, je mange très peu chez moi. Et puis dès que je reviens dans le monde, je retrouve la fringale, parce qu'il y a cette espèce de faim émotionnelle aussi qui vient. La faim physiologique, j'ai réalisé qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Et plus je fais du sport et tout ça, moins j'ai faim. Et je ne maigris pas. Et la faim émotionnelle reste la plus importante, justement, la plus difficile à comprendre, à observer, ce qui ne veut pas dire la juger ou la condamner. Si j'ai une faim émotionnelle, je me dis j'ai une faim émotionnelle, et puis je vais manger, j'ai pas de problème, il n'y a pas de péché à ça. Et puis parfois, je vais me dire, tiens non, je vais aller dans l'émotion, je vais aller explorer d'où elle me vient, cette émotion, pourquoi j'ai faim, ça me le dit par la faim. Et je vais apprendre des choses sur moi, et quand j'aurai déconstruit le truc, j'ai plus faim après. Mais ça demande un vrai travail d'introspection qu'on n'a pas toujours le temps ou la disponibilité à faire. Voilà, et je vois donc cette évolution se faire. Après, je vous laisse libre de vos opinions, de votre recherche personnelle, de penser qu'il y a peut-être des gens qui ne mangent plus du tout. À vous de voir, à vous de creuser la question. Et là, ça commence à remettre sérieusement en cause nos croyances. Voilà. Mais ça, je ne vais peut-être pas développer ce soir. Je vous laisse investiguer là-dessus si le sujet vous intéresse. Mais sans aller jusque-là, il y a des étapes. Et il y a des étapes de conscience et qui, moi, me semblent une aventure vraiment extraordinaire. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça nourrit le...